Le journaliste de Radio-Canada, Cendrix Bouchard, est de retour dans la région pour quelques mois. On le rencontre ce matin à Fan de sport. Cendrix, ça va bien? Ça va bien, merci Luc. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation parce que, outre que un journaliste, tu es impliqué beaucoup dans le sport, tu as couvert beaucoup d'événements sportifs et tu en fais beaucoup de sport. Exact. Donc, ce matin, le but de l'entrevue, c'est de te découvrir un petit peu plus. Donc, Cendrix, ton parcours journalistique, premièrement, et ensuite ton parcours sportif, c'est quoi? Bien, d'un point de vue journalistique, j'ai commencé en fait au début des années 2000 ici dans la région. À l'époque à Cogeco, CKTV, on faisait Radio-Canada et TQS. Ensuite, il y a eu la séparation des antennes, puis moi, je me suis retrouvé à ce moment-là à TQS. Ça a duré quelques mois, puis j'ai postulé pour un emploi à Radio-Canada à Vancouver. Donc, je suis parti à la fin de l'année 2002 à Vancouver, puis on vient de revenir en mai dernier dans la région de Montréal. Et puis, je me suis fait proposer de remplacer à l'animation la fin de semaine ici dans la région pour 6 mois, donc depuis Noël à peu près jusqu'à la fin du mois de juin. C'est comme ça donc que ma carrière a bougé dans les derniers mois surtout. Puis d'un point de vue sportif, bien, j'ai fait du sport pas mal toute ma vie à l'abbé. J'ai fait mon hockey mineur ici à côté au Jean-Claude Tremblay. Ensuite, avec l'université, le sport a ralenti un peu. Puis j'ai joué au football avec les 21 de l'abbé aussi. La première année des 21, j'étais un des premiers corps arrière. Au secondaire, ça? En fait, moi, j'étais rendu au cégep, mais c'était la Ligue de printemps à l'époque. Ah oui, OK, donc, c'était de mémoire 14, 18 ou 16, 18 ans. Oui. Ensuite, c'est ça, j'ai repris le sport un peu plus activement, disons, après l'université. J'ai recommencé à jouer au hockey quand même dans des ligues de garage, finalement, des ligues adultes. Et vers le milieu des années 2000, j'ai décidé de me mettre à la course à pied un peu, sans vraiment de but précis. Puis là, ça a augmenté un petit peu. Je me suis mis aussi à faire du vélo, à nager. J'ai pris le triathlon. Puis c'est devenu un peu plus sérieux dans les dernières années. J'ai fait un Ironman, j'ai fait les championnats du monde de triathlon longue distance avec le ITU, compétition en Chine. J'ai fait quelques ultramarathons aussi. J'ai fait des marathons. J'en fais encore. D'ailleurs, je suis à Boston dans 2 semaines pour le marathon de Boston, dans 3 semaines. Dans 3 semaines, donc ça s'en vient assez rapidement. Ton entraînement va comment? C'est un peu difficile l'hiver. C'est pas quelque chose que j'ai vécu. Surtout dans la région. Oui, bien, à Vancouver, j'ai jamais vécu ça, moi. Le froid était là un peu. Il pleuvait beaucoup l'hiver, mais essentiellement, si tu voulais, tu peux courir en short toute l'année. Puis ce qui est important dans le marathon ou dans l'entraînement pour le marathon, selon la façon dont on veut le faire, c'est de faire de la distance, oui, mais quand même de faire un peu d'intensité puis des sorties disons, de qualité avec des intervalles. Ça a été plus dur avec l'hiver, avec la température. Fait que ça va être un marathon intéressant. Disons que je ne suis pas aussi près que je l'ai déjà été. Et puis, on s'entraîne ici. Encore la semaine dernière, je m'entraînais à moins 12 degrés pour ma plus longue sortie. Quand j'ai fait Boston il y a 3-4 ans, il faisait 28. Fait qu'il peut y avoir comme une trentaine de degrés de différence. Ça va faire une grosse différence, puis je ne l'ai jamais vécu. Donc, ça va donner ce que ça va donner. Puis, est-ce que la course à pied, c'est rendu ton sport qui te passionne le plus ou tu as d'autres sports qui t'affectionnent plus particulièrement? Pour ce qui est de le pratiquer, oui. C'est vraiment devenu mon sport préféré, celui qui m'occupe le plus. Si je n'ai pas de blessure, je vais courir 5 à 6 fois par semaine, selon ce que me permet l'horaire. Mais je continue encore, même si j'ai fait seulement un triathlon l'an dernier, je continue encore de nager le plus possible, 2 fois par semaine, 3 si je suis capable, de rouler aussi à l'intérieur sur un rouleau. Donc le triathlon, l'entraînement du triathlon, ça reste quand même... mais disons, dans les 3 sports, celui que je préfère, c'est vraiment la course. Puis si on revient à ton métier, Cendrix, qu'est-ce qui te passionne dans le métier de journaliste? Et puis, est-ce que tu aimes plus couvrir le sport ou d'autres faits divers, en fait? Bien, en fait... j'ai la chance de faire du sport à la pièce. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour moi parce que je sais pas, puis c'est drôle, on en parle avec des collègues des fois, puis je dis toujours que moi, je suis pas un vrai gars de sport. Même si j'aime beaucoup le sport, j'en mange dans la vie de tous les jours, mais j'ai jamais été un gars de statistiques. J'ai jamais été un gars je veux dire, les sports que je connais le mieux, c'est le hockey parce que, bon, j'ai joué, on a arbitré au hockey ensemble il y a plusieurs années. Le sport d'endurance, de plus en plus, c'est un sport qui me passionne. Je me documente là-dessus beaucoup. Mais quand je me retrouve à faire du sport, j'ai tout le temps un peu... au début, j'avais tout le temps un peu le sentiment d'être là un peu en imposteur, jusqu'à ce qu'on réalise finalement que à peu près tout le monde se sent comme ça dans le monde du sport parce qu'à moins d'être un athlète de très haut niveau, il reste que c'est pas quelque chose qu'on connaît de façon absolue.
Donc, oui, ce que j'aime le plus dans mon sport, c'est qu'il n'y a pas dans mon travail, c'est qu'il n'y a pas de routine. Et quand je peux faire du sport, ben c'est comme un cadeau. Quand j'ai des affectations sportives, puis moi, ayant été dans l'ouest du pays longtemps, c'est des endroits où, pour ce qui est du côté français, c'est des plus petites salles. Donc, je me trouvais à pouvoir faire des événements auxquels j'aurais jamais eu accès si j'avais été à Montréal parce que c'est les sports qui les auraient faits. Des choses comme la Coupe Davis de tennis, il y a quelqu'un qui serait arrivé pour le faire si on avait été au Québec, c'est certain. Des choses comme la Coupe Grey, j'ai couvert 3 Coupes Grey. Ça, c'est vraiment intéressant quand tu peux le faire. Puis, on a cet accès-là en étant dans des endroits, disons, un peu plus éloignés de notre tête de réseau à nous, qui est Montréal. Sans te mettre dans le pétrin, Sandrix, est-ce qu'il y a un événement en particulier que tu as dit ça, wow, j'ai adoré faire ça? Au niveau sportif. Au niveau sportif, dans ma première année, quand je suis arrivé à Vancouver, on couvrait encore beaucoup le hockey avec Radio-Canada. Et je m'étais retrouvé à un moment donné à faire à pied levé une collaboration pour l'émission de hockey avec une partie des Canucks. Et puis vraiment, là, dans les portes de la Zamboni, avec les gars qui tournent autour, ça, j'ai vraiment j'ai pogné quelque chose cette fois-là. C'était vraiment intéressant. Puis l'année du lockout aussi, dans la Ligue nationale, avec les Canucks de Vancouver, encore une fois, ils ont fait un camp d'entraînement pour les médias. Donc pendant 3 jours, on pratiquait avec Mark Crawford, qui était l'entraîneur. Qui connaît la région parce que c'est sa mère, si je me souviens bien, qui est originaire d'Alma, qui parle assez français. Puis quand il a su que je venais d'ici, on a développé une relation assez le fun. Il me parlait en français le plus possible. Puis la dernière journée, on jouait contre les anciens Canucks. Donc Jyrki Lumme, Tiger Williams, Gino Odjick, Richard Brodeur dans les buts. Ça, c'était vraiment le fun aussi. C'était un autre... Puis en plus, on était dans la chambre des Canucks. Donc, en entrant avec notre poche, on avait notre nom au-dessus. C'est ça, je l'ai gardé d'ailleurs. Oui, c'est ça. Puis j'ai eu des beaux événements. Les Olympiques, évidemment, à Rio, à Vancouver, ça a été super intéressant aussi. Parlons-en des Olympiques, Sandrix, tu as couvert ça. C'est quoi le feeling d'être sur place? Est-ce que c'est... J'imagine que ça doit être le rêve de plusieurs journalistes de couvrir ce genre d'événement. Oui, absolument. C'est vraiment énorme. C'est un cliché, mais c'est réellement absolument énorme. Déjà, l'endroit où on travaille, qui est ce qu'on appelle le IBC, le International Broadcast Center, c'est finalement un entrepôt qui est converti en bureau temporaire. On est 3000 journalistes là-dedans. Vous dire à quel point c'est grand. Nous, du côté de Radio-Canada, CBC, on était dans une partie du building, puis on mangeait dans une cafétéria qu'on partageait avec NBC. Et puis juste pour se déplacer dans l'édifice, on avait des trottinettes. Pour sauver du temps des fois. Quand même. C'est à ce point-là que c'est... Oui, c'est ça. C'est à ce point-là que c'est énorme. Et puis, pour ce qui est du déplacement entre les sites de compétition, ça peut prendre jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Évidemment, il y a beaucoup de circulation. Et les sites de compétition, selon ce que tu couvres, c'est soit grandiose ou soit très petit. Par exemple, à un moment donné, je suis allé couvrir une partie de basketball de l'équipe féminine canadienne. C'était un terrain de basketball, c'était appelons ça un gymnase portable. Donc, c'était monté, démonté pour la compétition. Tandis que si on regarde, par exemple, les Jeux de Vancouver, l'anneau de glace, c'était absolument, c'était de toute beauté. Ils ont construit ça pour l'événement. Et il n'y a plus l'anneau de glace. C'était fait pour ça. Maintenant, c'est 2 glaces de hockey olympique côte à côte où je jouais dans les années après les Jeux. Donc, ça a été converti pour la population. Un gymnase où les gens s'entraînent au 2e étage à la mezzanine, un terrain de soccer intérieur, une piste de course. Donc, ça, il y avait des grosses constructions. Et puis, pour revenir au côté plus sportif, il reste que tu es à quelques mètres des meilleurs athlètes au monde qui performent dans leur sport. Donc ça, c'est... Même si c'est des sports, des fois, où on connaît peu de choses, je me suis retrouvé, par exemple, à couvrir la gymnastique, qui n'est pas un sport que je connais. Puis il y a des découvertes incroyables. Moi, j'ai vraiment eu un plaisir immense à couvrir la marche rapide. Si on m'avait dit ça il y a quelques années, j'aurais peut-être dit, voyons donc. Mais c'est des athlètes... parce que souvent, quand on voit ça à la télé, on manque de perspective, on manque de... On a le même feeling. Oui, c'est ça. Sur place. Puis quand tu vois des gens marcher à cette vitesse-là, il faut être à côté pour le réaliser. Je veux dire, ils marchent à 4 minutes à peu près au kilomètre, les hommes, sur 50 km. Donner une idée, tu fais Pichou en bas d'1 heure à cette vitesse-là. La course des Pichous, là, 15 km. Tu casses 1 heure si tu vas à cette vitesse-là. Eux le marchent. Donc, c'est vraiment impressionnant.
Puis, dans le fond, sur les deux Olympiques que tu as fait, est-ce que tu couvrais certains sports spécifiques ou ils t'envoyaient dans différents sites de compétition? Du côté de Vancouver, j'étais plus dans une couverture en nouvelles. Okay. Mais la nouvelle était le sport, constamment. Ben oui. Et puis, à Vancouver, on n'avait pas les droits de diffusion. Donc, on se retrouvait à faire une couverture, disons, un peu plus détachée. Mais j'ai couvert, effectivement, j'ai eu plus, disons, de contact avec les athlètes marquants, puis à couvrir des choses qui ont marqué les Jeux, comme tout de suite au départ, la mort du lugeur georgien, Nodar Kumaritaishvili, le décès de la mère de Joanie Rochette aussi, ça a été une nouvelle qui nous a beaucoup occupés. J'ai vécu le but de Sidney Crosby dans une foule de 40 000 personnes au centre-ville. Oui. On regardait le match sur écran géant, c'était là que c'était notre point de diffusion. Ça a été un des moments les plus intenses de toute ma vie. Puis du côté de Rio, ben là, j'étais vraiment dans ce qu'on appelle les zones, les mix zones, donc à quelques mètres, soit de la ligne d'arrivée. Et puis là, donc, c'est un contact direct avec le sport. Par exemple, j'ai commencé ma couverture olympique avec le tournoi de rugby féminin. Le tournoi de rugby, on est vraiment à côté du terrain. On redonnait le ballon à l'arbitre une fois de temps en temps. C'est à ce point-là qu'on était prêt. J'ai couvert aussi, je disais la gymnastique. J'ai couvert également le triathlon, la nage olympique, le marathon. Dans tous ces cas-là, on est vraiment très, très près des athlètes. Puis, on les attrape tout de suite après la performance. Donc, ça, c'est réellement très intéressant aussi. Puis si on fait la différence entre Vancouver et Rio, les sites de compétition, est-ce qu'on les garde plus? On voit souvent des sites à l'abandon dans d'autres pays après les Jeux. Est-ce qu'au Canada, on a réussi à garder plus les sites actifs où ils étaient déjà construits par rapport à Rio? Dans le cas de Vancouver, bien, à Rio, on a vu les images. Déjà, il y a eu beaucoup de choses laissées à elles-mêmes. Oui, hein? Dans le cas de Vancouver, ça a été fait d'une façon, je dirais, extrêmement efficace. Par exemple, là où on jouait au curling, c'était construit pour être transformable automatiquement en centre communautaire sportif avec une glace de hockey, une glace de patin artistique, une piscine de 50 mètres avec un bassin amovible, là où les gens nagent depuis quelques mois après les Jeux. Il y a eu plusieurs arénas de quartier qui ont été rénovées, par exemple, pour que les équipes puissent pratiquer. Du côté, on a utilisé l'aréna de l'Université de la Colombie-Britannique, qu'on a rénové également pour tenir le tournoi féminin. On a utilisé beaucoup d'infrastructures déjà existantes ou encore on en a construites qui pouvaient être modifiées très facilement. Je donnais l'exemple de l'anneau de glace de Richmond. Ça a fait en sorte qu'il s'est développé un village, une ville même autour avec des édifices à 20, 30 étages de logement comme on connaît. Parce qu'également, il y a eu le fameux SkyTrain qui sert de métro là-bas, qui s'est retrouvé à aller dans ce secteur-là. Puis la ville se développe beaucoup de cette façon-là. Pour ce qui est de Whistler, bien, la montagne était déjà là, évidemment. La route a été améliorée. Il fallait à peu près 1h45 avant les Jeux. C'était une des exigences du CIO. Il fallait améliorer tout ça. Donc, ça a descendu à 1h25, 1h30. Ça a été amélioré presque autant que le parc l'a été, si je peux donner ici une comparaison. Donc, c'est plus facile de se rendre à Whistler. Il y a les tremplins pour le saut à ski. Évidemment, ça, tu ne peux pas nécessairement faire autre chose, donc c'est à ça que ça sert. Et puis, il y a la piste de luge, de bobsleigh, tout ça qui sont restés en place. Mais on ne voulait pas, dans ce cas-là, construire des choses trop permanente ou trop importante parce qu'il reste que Calgary, c'est le centre national d'entraînement, puis c'est très près physiquement de Vancouver. Puis l'idée, c'était pas de vampiriser un autre centre qui existe déjà pour en construire un nouveau. Donc, ça a été fait dans cette façon-là. Moi, dans ce que j'ai vu, puis on en parle beaucoup des dépassements de coûts, puis on a fait énormément de reportages là-dessus quand j'étais à Vancouver dans les années avant les Jeux. S'il y a une façon, je ne veux pas dire idéale, mais s'il y a une façon vraiment efficace de le faire, c'est probablement comme Vancouver l'a fait. Donc, ça l'a permis aussi également de garder des sites pour que des athlètes canadiens s'entraînent. Peut-être qu'on avait plus ou moins accès au Canada. Oui, absolument. Puis ça a créé aussi des sites d'entraînement, ne serait-ce qu'avec des kinésiologues, avec des spécialistes. Par exemple, du côté de Richmond, encore dans l'anneau de glace, il y a tout le comité paralympique là-bas. Il y a des centres d'entraînement pour les athlètes paralympiens. C'est des choses qu'on avait pu visiter. Il y a des centres d'excellence qui ont été créés. Il y a beaucoup de ressources qui ont été générées par tout ça. Puis autant des sports d'été aussi qui en découlent, parce qu'une fois que tu as ces gens-là dans le secteur, une fois tu as des athlètes qui ont choisi de s'établir dans ce coin-là, justement. Donc, c'était déjà un coin où il y avait quand même, la région de Vancouver, où il y avait beaucoup de sports, beaucoup de plein air notamment. Puis ça a donné encore plus de ce côté-là, une effervescence. Par expérience, Hendrix, est-ce que Québec pourrait être
Une ville candidate, est-ce que, avec ce que tu as vu à Vancouver et à Rio, est-ce que, c'est sûr que c'est pas les mêmes jeux, là, mais on va parler de Vancouver, est-ce que Québec sera en mesure d'avoir ça? Bien, Québec déjà a de la neige, ce qui n'est pas tout le temps... ce qu'il n'y avait pas à Pyeongchang, en fait, c'est de la neige naturelle. Oui, puis même à Vancouver, je veux dire, pour l'épreuve de boss, c'est une très belle montagne là, où on a tenu ça, qui est à peu près à 20 minutes de la ville. Mais il n'y a pas toujours tant de neige que ça. Des fois, au mois de février, il y a un redoux, il y a de la pluie. On avait stocké de la neige en montagne qu'on avait caché avec des bâches. Il y avait de la machinerie, on était prêts, on avait des plans de contingent là, pour amener de la neige aux besoins. Donc à Québec, ça, c'est pas nécessairement un problème parce que c'est une ville qui a l'hiver. Il y a du côté de la montagne où je me souviens, je n'ai pas suivi le dossier tout à fait, mais il était question de rallonger un peu la piste. Ça, je pense qu'on a trouvé des solutions. Oui, effectivement, je ne vois pas pourquoi une ville comme Québec n'aurait pas ce qu'il faut pour organiser des Jeux olympiques, surtout que on se retrouve forcément dans ces cas-là à établir des fois des distances assez grandes. On a l'impression, par exemple, à Vancouver, que tout se passait à Vancouver, mais Whistler, c'est un 120-130 km de route quand même. C'est presque Chicoutimi, Québec. Donc, c'est ça. Donc, dans des cas comme ça, puis il y a d'autres... je veux dire, il y a d'autres endroits où les compétitions, certains sites de compétition, par la force des choses, se retrouvent assez loin. Je ne sais pas si du côté, par exemple, hôtelier et tout ça, il y aurait ce qu'il faut du côté de Québec parce que c'est énorme la population qui se rend, mais il faut dire aussi que les Jeux d'hiver, c'est quand même un peu plus petit que les Jeux d'été. Beaucoup plus petit même si on pense au nombre d'athlètes, au nombre de personnes en général. Donc, c'est une ville, d'après moi, qui, oui, aurait ce qu'il faut pour organiser des Jeux olympiques. En terminant, Sandrix, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans ton métier? Je sais que tu es dans la région encore quelques mois, en fait. Oui, jusqu'à la fin du mois de juin. Ensuite, on prend des vacances cet été en famille en Europe. Et puis, au retour, ça va être moi, je retourne à Montréal. Ma femme est là présentement. Puis c'est là qu'on va s'établir. Donc, je vais revenir à l'antenne du côté de RDI cet été. J'ai fait plutôt de l'animation de ce côté-là aussi l'été dernier. Puis, dans le fond, moi, du côté de Radio-Canada, j'ai un rôle de surnuméraire parce que quand j'ai quitté Vancouver, j'avais une permanence là-bas. J'ai abandonné ça pour revenir vivre au Québec. Donc, ça va être selon ce qui va m'être offert. Je termine ce contrat-là, qui en est un ici. Et puis ensuite, on va voir qu'est-ce qui se présente. Mais ça va être de continuer un peu ce que j'ai fait dans la dernière année, c'est-à-dire différents rôles. Puis c'est quelque chose aussi d'intéressant parce que ça me permet de toucher à plusieurs choses. Autant un peu de radio, quelque chose que j'ai moins fait à l'époque. Peut-être un peu d'Internet aussi. Donc, on va voir de quelle façon ça va se passer. Si on t'offre un poste dans la région? La question m'a été posée assez souvent. On va demander à madame, peut-être? Oui, c'est ça. Dans notre cas, l'idée, c'était de se rapprocher des deux familles. La famille de ma conjointe est à Montréal. Sa sœur jumelle est là-bas également. On est très près d'eux. Puis c'est plus facile aussi pour son travail à elle dans la région de Montréal. Même si le style de vie de la région, nous, on fait beaucoup de plein air. On aime beaucoup le fait qu'il n'y a pas de trafic ici. Ça, c'est merveilleux. Mais on adore le style de vie de la région, mais pour des raisons professionnelles, c'est plutôt dans le secteur de Montréal. Sandrix, on peut te voir au téléjournal vendredi, samedi et dimanche. C'est bien ça, donc à Radio-Canada. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très intéressant, ton expérience journalistique ce matin. Merci. Merci de m'avoir reçu. Merci.